Comment générer plus de ventes grâce à son réseau? C'est la question que je vais poser aujourd'hui à Guillaume Serkissian, marketing stratégiste chez Virtuologie. Guillaume, bienvenue sur My Marketing Podcast. Salut Laurie, merci de m'accueillir. Guillaume, je suis particulièrement ravie de te recevoir aujourd'hui sur My Marketing Podcast puisque tu es passé chez My Marketing Experience. Et finalement, sur My Marketing Podcast, t'es un petit peu chez toi puisque tu as participé à la création de ce podcast il y a déjà plusieurs années. Donc toi, Guillaume, tu es marketing stratégiste aujourd'hui et tu appliques justement un marketing particulier, notamment basé sur les partenariats et comment utiliser son réseau en fait pour avoir plus d'impact. Est-ce que tu peux nous dire rapidement comment tu en es arrivé là et aujourd'hui en quoi ça consiste surtout? Et j'ai commencé dans une start-up où mon boulot en fait c'était de nouer des partenariats avec d'autres boîtes. Et c'est là vraiment où j'ai compris la puissance de ces partenariats parce qu'au final, on générait plus de leads chaque mois avec ces partenariats que avec notre budget publicitaire mensuel qui était entre 40 000 et 50 000 euros sur du Google Ads, Facebook Ads, etc. Alors on dit pas que c'est inutile la pub, hein. On dit juste Exactement. que c'est bien de diversifier ses canaux d'acquisition et que finalement on parle beaucoup de publicité et c'est encore utile, mais toi tu as quand même observé dans ton parcours que il y avait d'autres leviers qui étaient possibles et notamment celui des partenariats qui te permettaient de maximiser un impact finalement avec un coût moindre par rapport à des coûts publicitaires, c'est bien ça? Absolument. Et on va pouvoir en parler, effectivement, on verra que c'est hyper complémentaire et que surtout on peut l'appliquer en fait à chaque étape. Ces partenariats, parce que c'est vrai que dans les stratégies, c'est une stratégie d'acquisition et dans les stratégies d'acquisition, on connaît les plus connus. Il y a l'inbound marketing, Ouais, l'outbound. Il y a aussi la stratégie de génération de la demande qui se rapproche un peu de l'inbound, mais bon, avec quelques variantes aussi. Toi, aujourd'hui, tu viens de nous parler parce qu'il y a un terme qui s'appelle le nearbound marketing, enfin, stratégie nearbound. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Parce que justement, qu'est-ce que ça vient pallier cette stratégie? carrément. En fait, je peux peut-être te refaire peut-être un mini historique de Ouais. comment le Nirban est né et tu vas vite comprendre. Euh, Dans les années 2000, en fait, il y a tout ce qui est l'automatisation qui est apparu, donc ce qu'on appelle aujourd'hui l'outbound. On voulait Oui, vraiment alors surtout aux récolter un États-Unis, maximum ça de arrive un data. peu plus tard en France, mais oui. Exactement. C'est toujours ça, en effet, Oui, il y oui, a on en a toujours un moyenne petit peu de retard. 5 ans de décalage, 3 à 5 ans. Et donc dans les années 2000, il y a vraiment voilà, tous ces logiciels d'automatisation qui ont abouti à l'outbound, l'emailing, etc. Donc là, l'enjeu, c'était comment est-ce qu'on récolte le plus de données pour aller approcher directement ses prospects. Ça a évolué et il y a une couche qui s'est rajoutée sur ça, qui est l'inbound, dans les années 2010, avec HubSpot, etc. Où là, l'enjeu, bah, tu le sais encore mieux Ah que bah moi, nous, c'était, l'inbound, ça a été notre voilà, comme ça qu'on s'est fait votre cheval de connaître. bataille. Ouais. Exactement. Et en fait, on est passé d'un modèle où on veut un petit peu interrompre le prospect en l'approchant directement à un modèle où, en plus de faire de l'outbound, on peut essayer de l'attirer vers soi. Donc avec des contenus, avec des formulaires, plein de choses. Et donc, en fait, on est passé d'un Des modèle dans lead les années magnets. 2010. Exactement. Et en fait, dans les années 2000, c'était vraiment la data qui était le nouvel or. Dans les années 2010, on peut dire que c'est l'attention, finalement, Mmh. avec l'émergence des contenus, etc. On pourrait dire que dans les années 2020, plus de ça peut être la confiance qui va devenir ce nouvel or. Pourquoi? Parce que on le voit, l'outbound, on est de plus en plus saturé par des messages, en particulier en B2B. Sur ce que, fait l'outbound tel que pratiqué, autrefois, c'est-à-dire que c'était Exactement, vraiment, je fais de la masse et je t'envoie ma plaquette, voilà et alors qu'aujourd'hui, on est quand même sur quelque chose d'un petit peu plus conversationnel si on veut que ça fonctionne. Donc même exactement, l'outbound a évolué. En revanche, comme tu le disais, l'inbound, c'est très bien, mais c'est des techniques qui se sont un petit peu essoufflées aussi, exactement. avec, je te fais remplir un formulaire, pour avoir mon petit lead magnet notamment, avec des choses qui étaient pas toujours très quali. Et aujourd'hui, je te rejoins complètement, la confiance. Et tu l'as quand même soulevé, effectivement, d'autant plus encore avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, il y a environ 2-3 ans, Ouais, où finalement du contenu, c'est facile d'en produire, il y en a beaucoup. Et à exactement. quel contenu se fier? Et donc, comme tu le dis très bien, la confiance, ça devient quand même le socle, le levier sur lequel on va se reposer pour vendre. HubSpot avait montré que 80% des responsables B2B estiment que le réseau
C'est le premier facteur Ouais. d'influence dans une décision d'achat. Et que en fait, il y a Reveal aussi, donc qui est devenu Crosby, il me semble, qui est un outil notamment spécialisé dans le nearbound, qui a montré que chaque deal qui implique des partenaires a 41% de chances de succès en plus que s'il n'y avait pas de partenaire dans ce deal. On va pouvoir en parler. Donc c'est des deals qui convertissent plus et qui sont plus rapides. Donc c'est des deals qui sont en moyenne 35% plus rapides avec un partenaire impliqué dans son process que s'il n'y en avait pas. Donc des deals plus rapides et des deals plus faciles à faire. Ok, Euh, donc tu et dirais que donc ça augmente la hyper rentable. vélocité commerciale et ça augmente aussi Exactement. la taille du deal, Ça augmente potentiellement? aussi la taille du deal en effet. Alors lorsque le deal est signé, mais également après, effectivement, ça va forcément impacter la fidélisation, peut-être l'upselling par la suite. Et en fait, on pourrait faire un parallèle avec le monde du recrutement, c'est-à-dire que quand, quand on recrute en faisant de l'outbound, on aura moins de succès que si on recrute avec de la cooptation, par exemple, ou si on demande à ses collaborateurs de recommander d'autres candidats. Et on voit aussi, il y avait quelques stats qui étaient sortis sur ça, que ces candidats qui sont cooptés, recommandés par le réseau, restent plus longtemps et sont plus satisfaits. Ok, Donc là, donc la finalement, confiance. activer son réseau, activer les partenariats, c'est aussi activer ce qu'on appelle le trust factor et Exactement. et c'est mettre la confiance au cœur de la transaction. Alors quand je dis transaction, c'est pas que financier, parce que on voit que ça marche aussi pour le recrutement. Et c'est vrai, moi j'ai vu des stats que, par exemple, 85% des acheteurs B2B sont susceptibles de recommander une entreprise en qui ils ont confiance. Donc c'est vraiment, aujourd'hui, on est vraiment dans cette recommandation qui est au cœur de la vente au sens transactionnel du terme, et pas forcément financier. Ok, Exactement. et du coup, Guillaume, est-ce que tu peux nous dire, maintenant qu'on a compris ce que c'était le principe, en tout cas, du Nearbound, donc c'est aujourd'hui un- un- une stratégie qui va être fondée sur la confiance. Ouais. Comment est-ce qu'on met ça en place, ces partenariats? Comment est-ce que, quels sont les objectifs? Concrètement, qu'est-ce que c'est? Oui. Donc Voilà. maintenant qu'on a dit ça, en fait, c'est On quoi la sait que ça fonde confiance sur la déjà? confiance, mais c'est quoi? Voilà. C'est ça. En fait, j'ai envie de repartir sur le mot confiance parce qu'il est vraiment clé. Ouais. Il y a Jared Fuller, donc, qui est vraiment le pape du nearbound des États-Unis, qui a défini ça comme en B2B, on fait, et d'ailleurs en général, on fait confiance en la personne qui a déjà atteint l'objectif qu'on souhaite atteindre. D'accord. Donc concrètement, par exemple, moi, si je suis un directeur financier, je vais avoir davantage confiance en d'autres directeurs financiers qui ont atteint les objectifs que je veux atteindre pour choisir un outil qui me recommande. Euh, mais le truc, Ce c'est qui que en paraît logique. général, exact, ça paraît logique, mais en fait, dans la majorité des cas, quand on vend des directeurs financiers, quand on est un marketeur, en fait, on n'est pas passé dans les pas de ce directeur financier. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'a pas généré cette confiance nous-mêmes. Et donc, ce qui marche super bien, c'est plutôt que de vouloir approcher ce directeur financier directement avec de l'outbound, plutôt que de vouloir l'attirer forcément avec de l'inbound, ce qu'on peut faire, c'est d'aller l'encercler, entre guillemets, avec des personnes, des outils, des communautés, on en reparlera, avec qui il a déjà confiance. Et donc c'est vraiment ça le nearbound, c'est comment est-ce qu'on fait pour se connecter, encercler ce prospect avec tous les points, toutes les personnes avec qui il a confiance pour sa décision d'achat. 3 objectifs à ça, récolter plus d'informations. Oui. Voilà, Oui, ça récolter plus s'improvise pas, d'infos. cool. Exactement. Récolter plus d'influence dans les deals. Et récolter plus d'introductions, c'est-à-dire que les partenaires peuvent répondre à ces 3 I, récolter de l'info, récolter de l'influence, récolter des intros auprès de ses prospects. Oh, très clair. Donc du coup, les 3 I qui sont les infos, influence, introduction, intro, Exactement. pour du coup capitaliser, enfin construire, je veux dire, ce capital confiance. Donc ça va vraiment être d'être là où sont présents les personnes qu'on veut cibler, en étant plutôt présents là où eux ils ont l'habitude de consommer, Ouais, et avec les personnes en qui ils ont déjà confiance pour pouvoir bénéficier justement de cet effet de halo. absolument. Concrètement, comment est-ce que tu mets ça en place? Parce que je sais que, on m'a soufflé dans l'oreillette que c'est toi qui mettais ça en place et que, c'est toi qui avais apporté, cette stratégie dans l'entreprise. Comment tu as fait pour construire, peut-être convaincre aussi, si tu peux nous le dire rapidement, parce que ça, à mon avis, c'est pas toujours évident de mettre en place des choses qui sont nouvelles dans les entreprises. Quelles sont les étapes, que tu as mises en place? Est-ce que tu aurais un petit plan d'action à nous proposer Bien pour sûr. celles et ceux qui se disent: «Bah, moi, ça m'intéresserait bien, en parallèle peut-être de ce que je fais déjà, de mettre en place cette stratégie»?
Qui se Carrément. construit dans la durée, hein. C'est pas quelque chose, clairement, c'est pas du court terme. Exactement. Alors c'est pas du court terme, mais ça a le gros avantage d'être gratuit. C'est gratuit et ça se calque en fait sur toutes les étapes qui existent déjà dans son entreprise. C'est-à-dire OK. que son produit, sa logique d'attraction de nouveaux leads, sa logique de conversion, ce qu'on applique notamment dans dans le funnel art, je pense que tu Ouais. en as parlé dans quelques podcasts, donc en fait On tout le funnel Dans le funnel de d'attraction, de conversion, ouais. rétention, de conversion, etc. En fait, à chaque étape de ça, on peut mettre des partenaires. Concrètement, si on regarde et si on voit que aujourd'hui, ce qui nous ramène le plus de leads, c'est nos événements physiques qu'on organise, en fait, essayons de trouver un maximum de partenaires pour co-organiser ces événements ensemble, pour aller justement bénéficier de la confiance, comme on l'a dit, de ces partenaires, mais aussi de cette nouvelle audience. Si on voit que LinkedIn, c'est un super canal d'acquisition pour nous, ou de notoriété, que vraiment le personal branding qu'on a mis en place vraiment nous ramène des deals, ou en tout cas permet vraiment d'influencer de nouveaux deals parce qu'on a des prospects qui nous en parlent, du super post qu'on a fait récemment, et ben pourquoi ne pas faire des posts en co-construction avec des partenaires. Dans ce cas-là, ça pourrait être mettre en avant un outil, mettre en avant un autre créateur complémentaire à notre solution. Donc vraiment, voilà, réfléchir euh, non plus en silo, mais vraiment en termes de En marché, écosystème. en écosystème, exactement, c'est vraiment le mot-clé. Par exemple, si on fait un webinar, arrêtons de faire des webinars seuls, mais faisons plutôt peut-être un format interview ou un format co-marketing. Donc on peut le faire ça sur l'acquisition, mais on peut le faire aussi sur la rétention. Si on bosse pour un logiciel, ce qui peut être hyper intéressant, c'est de mettre en place des partenariats, par exemple, pour co-développer une feature avec un partenaire. Peut-être pour mettre en place des programmes de fidélisation, des programmes de récompense. C'est notamment HubSpot qui avait explosé aux États-Unis en faisant ça, c'est avec son programme de partenariat. En fait, quand ils ont compris que si c'est associé avec toutes les agences aux États-Unis pour qu'ils recommandent leurs produits, ils allaient exploser et c'est comme ça que ça a fonctionné. Donc maintenant qu'on a compris ça, que en fait cette logique de partenariat, c'est pas tant un département, mais c'est plutôt un état d'esprit, vraiment une approche globale. En fait, on peut aller mapper chaque point pour mettre des partenariats sur ça. Et une fois qu'on a dit ça, comment est-ce qu'on fait Et en général, moi, la manière dont je Par l'amène, quoi on commence, tout simplement? voilà, on part comme toujours en fait de ces personas. Ça, L'idée c'est en fait, surprenant, j'en avais jamais entendu parler. oui, oui, je sais, ouais, C'est c'est la première fois que t'entends Non, ça, je je sais. rigole. En Mais fait, disons qu'au moins, on n'y a pas de surprise. On faut toujours partir de la base finalement. Et exactement, quelle que soit la stratégie qu'on va mener, eh ben, on part toujours des personnes auxquelles on va s'adresser, c'est-à-dire nos clients. absolument, absolument. Et en fait, le piège ici serait de vouloir imposer des partenaires en pensant qu'on sait mieux que les clients ou que les prospects qu'on veut toucher. Donc en fait, le mieux, c'est de leur poser la question, tout simplement. On va aller identifier les 5-6 clients qui sont vraiment clés chez nous et on veut dupliquer leur profil. Ceux qu'on veut voir taper à la porte tous les jours, quoi. Exactement. Et en fait, on va leur poser la question, donc prendre un café. Moi, c'est un truc que j'aime bien faire aussi, hein, donc De je travaille l'entretien. en agence, mais en fait, faire vraiment un entretien avec ses clients ou avec ses prospects un petit peu idéaux et leur poser en fait tout simplement les questions. Donc, aujourd'hui, c'est quoi vos objectifs? Qu'est-ce qui vous bloque pour atteindre ces objectifs? Et en fait, en qui vous faites confiance? Est-ce que vous avez des outils que vous utilisez au quotidien? Est-ce que vous avez des communautés dans lesquelles vous êtes? Est-ce que vous faites confiance à tel ou tel créateur de contenu sur LinkedIn? Qu'est-ce que vous lisez? Est-ce que vous avez des podcasts peut-être que vous écoutez? Et on va récolter ces informations et en fait, chacune de ces questions, c'est une mine d'or, parce qu'on va pouvoir s'associer peut-être au podcast que ce prospect écoute. On va peut-être pouvoir faire du contenu avec ce créateur LinkedIn. On va peut-être pouvoir s'insérer dans tel événement auquel ce prospect va tous les trimestres, par exemple. Et en fait, on se rend compte que quand on fait ça, c'est quasiment illimité. On se rend compte que le champ des possibles est tellement illimité que l'idée, en fait, c'est vraiment de se prioriser, peut-être commencer par 2-3 partenaires, créer du contenu ensemble. Et ce qui est aussi chouette, c'est qu'en général, ces partenaires, ces influenceurs, etc., ils sont hyper preneurs en fait de faire du contenu co-marketé. En général,
tout le monde est plutôt d'accord pour faire une interview, pour faire un événement commun, pour les inviter en webinaire. Et donc c'est quelque chose d'assez finalement d'assez sain et d'assez facile à vendre à des partenaires, de simplement les approcher. On n'a rien à vendre, mais on va vouloir co-marketer quelque chose ensemble. Oui, alors ça, je suis complètement d'accord sur l'approche. En revanche, quand tu disais que c'était gratuit, c'est pas forcément Oui. gratuit pour le coup. Parce qu'il y a certains créateurs de contenu qui vont te dire: «OK, moi je veux bien. En revanche, ma communauté, elle est quand même assez importante. Donc, voilà, il va vouloir se faire rémunérer». Pareil pour des entreprises qui voudraient, par exemple, le cas de figure, annoncer sur un podcast. Effectivement, c'est très bien, mais bah, il y a des frais quand même, il y a des coûts. En Euh, effet. Comment est-ce que les actions les plus simples et les plus peut-être qu'il faut viser moins haut et se dire bah je Ouais. commence avec peut-être un partenaire qui va être moins connu, mais avec qui on va trouver un terrain d'entente si on n'a pas un gros budget, ou alors et après à terme on se dit bah Ouais. on va créer un budget en fait, déléguer un budget pour ça. Mais quelles seraient les premières actions pour que justement ça coûte pas trop cher? Qui tu vises Écoute, dans c'est ces cas-là? c'est une bonne question. En fait, ça va vraiment dépendre de la maturité de ta boîte, en fait, de base. Moi, Parce que j'ai si travaillé tu dans te voilà. une. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai travaillé dans Si une. tu démarres et que tu as pas 100 000 C'est € de ça. budget ou même 10 000 € de budget, tu dis OK, moi je veux bien faire du co-marketing, parce que finalement ce dont on parle c'est du co-marketing, c'est se C'est dire ça. OK, on a chacun des choses à s'apporter parce qu'il faut qu'il y ait un intérêt mutuel à partager. Moi je sais que j'ai déjà fait des actions de co-marketing, j'ai partagé des stands, des choses comme ça pour Ouais. bénéficier en fait nos clients et nos prospects qui puissent se rencontrer. Euh, En revanche, quand c'est des plus grosses structures, comment tu fais? Donc, par quoi tu démarres si tu te dis, OK, je veux Ouais. tester sans que ça me coûte la peau des yeux, pour rester poli? En fait, comme tu dis, c'est commencer petit, en effet, et évoluer. Donc, effectivement, commencer petit, ça veut dire déjà identifier des partenaires qui sont relativement de la même taille que soi au début, Ouais. et qui partagent, bien sûr, le même persona. Et en fait, réfléchir à des actions au début pour miser davantage peut-être sur de la notoriété. Par exemple, faire un post LinkedIn commun. Ça prend pas beaucoup de temps, mais ça Ou un peut pour le live coup avoir LinkedIn un grand impact. commun. Ou un live LinkedIn. Pour moi, ça, une idée d'action de co-marketing, donc de Nearbound, qui est plutôt maligne parce que du coup, bah, elles ont un tronc commun dans les personnes qui les suivent. Tout à Mais fait. il y a aussi des personnes qui sont nouvelles et qui vont connaître. Donc ça, ce type Exactement. d'action, ça fait partie des actions du Nearbound. Exactement. Ça peut être aussi un article de blog qu'on rédige à 4 mains, typiquement. En fait, le Nearbound, c'est vraiment quand on invite des partenaires pour créer du marketing Ok. ensemble. Donc ça, c'est l'étape 1. Après, tu me dis l'étape 2. Et du coup, cette étape 1, toi, tu penses que le mieux pour démarrer sans que ce soit trop coûteux et pour tester, c'est vraiment de se fixer un objectif de notoriété Oui, ou de exactement. visibilité, on va dire. Exactement. Parce que une fois qu'on aura des premiers partenariats ou des premières actions visibles en externe, un live, un article, etc., on pourra s'en servir en fait pour aller toucher des partenaires un peu plus gros en termes Ok. d'audience. En leur Donc, on montrant monte voilà ce l'escalier qu'on a petit à fait. petit. Ok. Exactement. Et donc l'étape 2, en fait, on peut aller trouver des partenaires externes, mais ce qui marche aussi bien, c'est de considérer ses prospects ou ses clients comme des partenaires à part entière. Je Mhm. m'explique. En fait, dans le live LinkedIn, effectivement, on peut inviter des outils, on peut inviter des partenaires extérieurs, mais on peut aussi inviter un super client qui peut faire un témoignage sur sa boîte. On peut inviter même des prospects. J'avais développé une stratégie, notamment pour une agence de recrutement que j'accompagnais, où en fait on avait identifié une liste de 100 prospects, 100 grandes entreprises qu'on souhaitait toucher. Et en fait, on a décidé de les interviewer sur notre blog euh, pour aller comprendre en fait comment ces entreprises recrutaient, quels étaient en fait leurs process de recrutement, comment est-ce qu'elles gardaient leurs talents une fois qu'ils étaient recrutés, etc. Et on leur proposait en fait simplement de se parler pendant 20 minutes, une demi-heure, pour aller leur poser des questions un petit peu comme un podcast, qu'on allait retranscrire dans un article. Et c'était du win-win parce que ce qu'on leur disait, c'était dans cet article, on va pouvoir mettre en avant euh, vos offres d'emploi, on va pouvoir mettre des liens vers votre site, etc. Et donc ça permettait en fait de faire du co-marketing finalement entre guillemets avec des prospects. Ça avait deux avantages. Le premier, c'est que ça nous associait par effet de halo
à des entreprises beaucoup plus grosses. Typiquement, on avait pu interviewer, alors qu'on était une toute petite, entre guillemets, agence de recrutement, Saint-Gobain, Ah Engie, ouais. ce genre d'entreprise. Mais tout simplement, en fait, parce qu'on va pouvoir identifier sur LinkedIn le directeur recrutement ou le responsable RH, et on va simplement lui dire, voilà, on aimerait t'interviewer et te mettre en avant sur notre blog pour comprendre en fait comment vous recrutez et pour en fait te faire bénéficier de la notoriété de notre réseau. Donc effet de halo, parce que forcément, vu de l'extérieur, on a l'impression que cette petite agence de recrutement elle est hyper connectée. Et en même temps, un effet commercial hyper pertinent, parce que vous imaginez bien que quand on approche une grande entreprise avec une interview et qu'on lui propose un contenu offert et un moment autour d'un café, bah déjà on a un pied dans la porte pour potentiellement convertir ce partenaire en client par la suite. Et Oui, parce donc en qu'on est fait, d'accord que l'idée, c'est derrière de poursuivre la relation. idéalement, exactement. Mais même si on la poursuit pas, on gagne, j'ai envie de dire, en crédibilité pour aller trouver encore plus de partenaires ou de prospects par la suite. OK. Euh, et donc l'étape 3, finalement, c'est justement de monter en cran, en cran, en cran dans les partenaires pour aller toucher des partenaires qui ont encore plus d'audience, encore plus de crédibilité sur le marché, et donc créer vraiment ce cercle vertueux. Et à un moment donné, au bout de quelques mois, voire d'un an, si on fait plusieurs actions de ce type, on va se rendre compte que les partenaires arrivent d'eux-mêmes. On a lancé en fait ce cercle vertueux. Je travaille notamment pour une agence qui fait du e-commerce. Au début, on avait un petit peu du mal à trouver voilà, des outils qui allaient se greffer, mais au bout d'un an, à chaque mois, faire des live LinkedIn justement pour mettre en avant les marketplaces, pour mettre en avant des outils, bah, aujourd'hui, c'est les marketplaces elles-mêmes qui, quand elles souhaitent se lancer en France, les marketplaces internationales, viennent nous dire, voilà, on sait que chaque mois, vous faites un live, une série aussi de posts LinkedIn pour mettre en avant ça. On aimerait que vous soyez partenaire pour notre lancement en France. Et donc, commercialement, ça se traduit aussi par un grand nombre Par un de deal. leads. Exactement. Et ça, c'est gratuit à la base. C'est-à-dire que faire du live, faire des posts, effectivement, le live, je crois que c'était une quinzaine d'euros par mois, effectivement, pour des outils Oui, tu de un streaming. outil, Mais oui, voilà. bon, on va dire que c'est voilà, c'est pas grand-chose. Mais à côté de ça, c'était deal à plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros par an. Donc Oui, parce plutôt qu'il faut rentable. toujours mettre en rapport, ce que les frais que ça peut, induire avec, ce que ça peut te rapporter par la suite et Tout des à fois, fait. il faut pas trop pinailler sur 15-20 €, voire même des sommes un petit peu plus, voilà, tester l'action. C'est sûr que faire all-in avec tout son budget marketing sur une seule action, que ce soit en partenariat ou que ce soit dans n'importe quoi, je le Partout. recommande jamais. Exactement. En revanche, se dire que dans notre budget marketing, on a cette partie de test, puisque si on n'a jamais mis Tout en à fait. place ces actions, nous, c'est ce qu'on fait pour des clients, hein. Il y a toujours 10-15% en fonction de leur appétence pour le test et la nouveauté qu'on va dédier à tester des nouvelles actions. Je sais que on a un client dans le logiciel actuellement, on lui a proposé ça en disant voilà, ça c'est les actions qu'on va mettre en place et cette partie du budget, on va la dédier à des actions, notamment de partenariat. C'est pour ça qu'en plus c'est d'autant plus pertinent que je viens de parler aujourd'hui, qui n'ont jamais mis en place pour tester. Et on va pas tester sur une seule action. On va commencer petit pour voir ce que ça peut apporter parce que bah, je pense que c'est comme tout, c'est quelque chose qu'on doit tester pour affiner et voir si c'est le bon type de partenaire, le bon type d'action. Même si on a fait notre travail de bien interroger notre cible au départ, c'est rarement du 100%. Enfin, on a besoin parfois de tester un petit peu pour savoir ce qui convient. Mais dans tous les Absolument. cas, on limite le risque en interrogeant notre cible. Exactement. Et il y a un niveau supérieur encore à ça, L'ultime niveau, l'ultime niveau qui, je pense, l'ultime, va te plaire. Et en fait, c'est quoi? une fois qu'on a cette relation de confiance avec un partenaire, par exemple, on vend un logiciel, on se rend compte qu'on a un super partenaire depuis plusieurs mois avec qui on fait des événements, avec qui ça passe super bien, et avec qui, en fait, on a des prospects et ou des clients communs. On peut, en fait, se servir d'outils comme Crossbeam, notamment, qui existent. Crossbeam, c'est un outil qui, alors je suis pas du tout rémunéré par ça, mais c'est le leader aujourd'hui sur le marché qui fait ça, même si on pourrait le faire manuellement, mais c'est tout de même moins rapide. En fait, Crossbeam, il va aller dans votre CRM et dans le CRM de votre partenaire, et il va identifier les prospects ou les clients que vous avez en commun. C'est-à-dire que si vous êtes sur le même deal en cours de signature, mais que vous ne le savez pas, Crossbeam, typiquement, va pouvoir vous dire, ben là, vous avez peut-être quelque chose à faire ensemble. Ou si vous avez, par exemple, une vingtaine de clients communs, en fait, vous allez le savoir grâce à cet outil.
Et qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on a des clients communs ou des prospects communs? Eh ben, on peut par exemple aller justement récupérer des informations en demandant à son partenaire, je sais que tu es sur ce deal en ce moment, moi aussi. Est-ce que peut-être on peut faire une offre commune? Est-ce que par exemple tu aurais peut-être des informations pour m'aider à signer plus facilement ce deal? Ou si on a des clients communs, est-ce que par exemple on pourrait pas mettre en place un programme de parrainage ou de fidélisation commun? Et donc en fait on peut vraiment imaginer des choses hyper précises pour là pas aller forcément toucher du volume, mais pour vraiment aller nous concentrer sur des clients clés ou des prospects clés. Et c'est là où j'aime bien dire que le Nearbound, c'est l'évolution de l'ABM, donc de l'account-based marketing, Ouais, dont je je sais vais te que dire. tu es particulièrement friande. Euh, où en fait, l'account-based marketing, on part d'une base de prospects ou de clients qu'on veut vraiment avoir Qu'on vraiment à tout ciblé. prix, et on va faire vraiment des Les actions hyper ciblées. targets. Exactement. Et en fait, on peut les targeter encore plus avec les partenaires qu'on a déjà ensemble. Et ça marche Ok. super, super, super bien. Du coup, ça veut dire que on est d'accord qu'on choisit un partenaire qui, dans ce cas-là, a une activité qui est connexe à la nôtre, parce qu'un partenaire peut Oui, aussi, avoir la même cible, mais on pourra pas forcément être sur les mêmes deals ensemble parce que ils vendent des choses différentes. Euh, donc ça, c'est vraiment quand on a un partenaire où on sait qu'on va que notre client ou nos clients consomment les deux entre guillemets. oui, Ça, c'est l'ultime. C'est pour moi, c'est le pacte ou le mariage. Tu vois, c'est exactement. tu te dévoiles quoi. Tu dévoiles ta base client. Ok, Ça. mais tu vois, pour le coup, j'ignorais même qu'un tel outil existait. Tu vois, je vais te faire un aveu. J'ignorais qu'un tel outil existait. Est-ce que toi-même, tu l'as déjà utilisé ou pas? Alors, on l'a utilisé dans ma précédente entreprise où en fait, justement, on vendait des logiciels à des, mmh, à des agents immobiliers notamment, Mhm. et où en fait l'enjeu c'était non pas d'aller toucher un agent immobilier à la fois, mais d'aller toucher des réseaux d'agents immobiliers. Et donc pour ça, on allait nous associer justement avec des têtes de réseau, typiquement, Laforêt, et cetera. D'accord. Les Et donc en petits fait, quoi. voilà, ouais, c'est ça. Et donc en fait, ce qu'on faisait, c'est que il n'y a même pas forcément besoin de cet outil, mais la logique reste la même. C'est que on allait identifier tous les agents immobiliers dans ces réseaux pour aller faire des contenus hyper exclusifs, des formations, des webinars, des événements physiques pour eux. Et ce qu'on faisait aussi effectivement avec Crossbeam dans ce cas-là, c'était que on allait nous associer avec des logiciels que ces agents immobiliers utilisaient et on allait voir euh, avec ces logiciels quels prospects on avait en commun ou quels clients on avait en commun. Et dans ce cas-là, on allait faire une offre commune. Typiquement, on vendait un abonnement chaque mois, bah, peut-être une réduction si on était client de X et de Y pour aller faciliter la conversion pour le partenaire et pour nous-mêmes. Ok. Bon, ça, c'est quand même quand on a du gros volume, même si ça reste en B2B. Oui, Maintenant, même quand on a une plus petite structure, c'est des choses qu'on peut mener, qu'on peut même si c'est oralement, en se disant, bah, moi, t'as qui, et voilà, on peut faire ça, on va bien dire, de sûr. manière plus traditionnelle, plus artisanale, on va dire. Quand on n'a pas un gros volume de prospects, c'est quand même tout à fait possible de se dire, ok, Tout toi, à t'es fait. sur quel type de deal? Moi, j'ai ça aussi, et ben peut-être que ça vaudrait le coup qu'on y aille ensemble. Notamment, bah, quand tu es, je sais pas moi, agence de com et agence web, tu vois, par exemple. Si tu fais pas de web, bah, tu peux te faire en partenariat avec une agence web et pour pouvoir aller cibler des clients qui seraient peut-être clients des 2 ou prospects des 2 en tout cas, pour aller Exactement. choper des deals qui sont un peu plus grands. Exactement. Et en fait, on demande quand même dans une ère du marketing où on a tendance à mine de rien déshumaniser les relations avec l'IA, avec l'émergence d'outils d'automatisation de plus en plus. Et justement, les partenariats et le Nearbound, c'est une manière, parmi De tant remettre de d'autres, l'humain. de remettre de l'humain et de partir en fait de relations humaines tout simples, avec qui mon prospect a confiance et comment est-ce que je peux créer ces partenariats. Et en tant que marketeur, c'est quelque chose qui est hyper agréable à faire parce que ça recrée du contact qu'on est en train de perdre. OK, bah, 100 d'accord et c l'arrivée de l'IA, enfin l'arrivée, le déploiement massif de l'IA, on le voit, ça suscite quand même beaucoup aujourd'hui, on assiste à de plus en plus de demandes «d'humain» entre guillemets ou de Ouais, contact humain au milieu de tout ça. Il faut juste voir le nombre d'événements en présentiel qui se multiplient, et de clairement. contacts humains qui se multiplient. Donc oui, il y a de l'IA, mais je pense que, bah, ça remet aussi, l'enjeu, ça va être de remettre l'humain au milieu de tout ça et effectivement, le Nearbound vient répondre à ce besoin, de rester en contact, de rester sur des bases solides puisque finalement aujourd'hui,
la confiance reste encore le meilleur levier sur lequel se fier pour réaliser, pour trouver des nouveaux partenaires, pour acheter aussi, hein, tout simplement, parce que c'est dur d'acheter, Tout on à a fait. peur de se planter. Donc voilà. Moi, j'ai une dernière question, c'est comme toute action, ok, parce qu'on sait que l'outbound, par exemple, ben, on va regarder le nombre de mails qu'on va envoyer, le taux de réponse, le nombre de rendez-vous décrochés. On va dire que c'est assez simple à mesurer. Quand on met en place ce type d'actions qui sont fondées sur du partenariat, euh, il faut quand même pouvoir aussi les apprécier, les mesurer pour savoir si ça vaut le coup, si ça vaut pas le coup, si on est dans le vrai, s'il faut s'ajuster. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu plus justement de cette partie traquer les résultats? Alors, en fait, ça va être des indicateurs classiques, hein. C'est-à-dire que si on fait un webinar, par exemple, on peut analyser le nombre de nouveaux inscrits avec un partenaire que lorsqu'un webinar sans partenaire a eu lieu. Pareil pour le taux de participation, pareil pour un événement physique, Ok. etc. Mais si on va aller plus loin et on rentre finalement dans le CRM parce que en plus des personas, c'est la clé, on Bah, la pourrait data n'est pas imaginer morte, hein. exactement. En fait, moi, là où je milite fort dans l'entreprise que j'accompagne, c'est d'avoir dans leur CRM une source de lead partenaire où en fait on va vraiment pouvoir traquer les deals qui ont été influencés par des partenaires versus ceux qui n'ont pas eu de partenaires. Et donc ça peut être effectivement l'influence, mais ça peut être aussi directement les deals qui ont été recommandés par des partenaires. Donc vraiment d'avoir cette source Ouais, partenaire dans ça. partenaire. Ok. Exactement. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est aller directement demander aux prospects nouvellement signés, leur demander en fait quels ont été les leviers en fait qui les ont fait choisir votre entreprise plutôt qu'une autre. Et est-ce que c'est parce qu'ils ont vu initialement un post LinkedIn, est-ce que c'est parce que justement vous étiez en partenariat avec un tel comme ça qu'ils vous ont découvert, etc. Et donc c'est comme ça qu'on va pouvoir le traquer, en plus des indicateurs assez traditionnels de est-ce que mon action a eu plus d'inscrits, plus de volume, plus d'audience avec un partenaire plutôt qu'un autre. Ok, donc finalement, l'indicateur, c'est comme toutes les autres actions, on est d'accord, il se fixe en C'est amont. ça. Je sais que nous, pour les entreprises qui annoncent sur le podcast, pour nos partenaires sur le podcast, on a des retours et on leur transmet du coup en plus du nombre d'écoutes et tout ça, qui finalement c'est très utile, mais on a parfois des personnes qui nous disent, par exemple, notre dernier partenaire, c'est ah oui, j'ai vu que vous aviez un partenariat avec un tel, ah ben ça y est, maintenant j'ai bien compris ce que faisait l'entreprise et Exactement. et du coup, c'est du feedback qu'on peut donner aux partenaires en disant, tu vois, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit qu'ils avaient vu les publications, qu'ils avaient compris ce que vous faisiez. Donc, ça nous permet aussi, même si c'est voilà, si c'est pas subjectif, mais c'est pas des chiffres, de pouvoir transmettre cette information sur la visibilité, parce qu'à la visibilité, il y a aussi la notoriété, Bien sûr. qui sont tu vois, pas tout à fait pareils. Et ça peut être aussi des indicateurs quand on fait ce type d'action, de venir annoncer sur un podcast ou vraiment une action de visibilité, notoriété, qui vont pas forcément permettre de closer des deals directement, mais qui vont contribuer à faire connaître, renforcer la confiance, parce que on sait que il y a ce transfert de confiance entre j'ai confiance en ce prestataire, ce client, enfin voilà, cette personne de mon réseau. Donc j'ai confiance en la personne qui annonce ou qui est partenaire de cette personne. Exactement. Et tu pourrais même aller plus loin, peut-être en créant un formulaire commun avec ce partenaire pour aller justement traquer le nombre de personnes qui ont cliqué ou qui ont rempli ce formulaire. Avec peut-être des UTM séparés. Ouais. Bon Nous, ce là qu'on aime bien faire, oui, c'est... on rentre dans les liens traquables et je suis Ouais, c'est d'accord. ça. Ouais. Un lien traquable par partenaire. Exactement. Ok, hyper clair. Ça, c'est encore l'étape du dessus. Si vous n'avez pas envie d'y aller tout de suite, ceci dit, c'est pas très très compliqué à mettre en place. Mais en tout cas, comme toute action, les actions de co-marketing, les actions avec des partenaires, ça se mesure pour savoir si on doit la maintenir, on doit la faire évoluer, on doit l'abandonner pour en trouver d'autres. Tout à fait. Guillaume, un grand merci pour tous tes conseils sur comment mener une stratégie de partenariat, donc on appelle dans le jargon du nearbound. Évidemment, mener une stratégie de partenariat, de co-marketing, ça n'exclut pas de mener en parallèle d'autres types de stratégies d'acquisition que je sais que tu mènes également, notamment pour ta part fondée sur le contenu. Guillaume, si on doit te retrouver, t'écrire, te suivre, t'envoyer des lettres d'amour, ça se passe où? Vous pouvez me contacter directement sur LinkedIn. Je Je suis mettrai tous les le jours lien. sur LinkedIn. Euh,
de manière. D'ailleurs, donc n'hésitez pas. Et si vous avez des questions, en effet, sur le Nearbound ou comment est-ce qu'on peut trouver de nouveaux partenaires, hyperpreneurs. Ok, et si vous avez vous-même mené des actions de partenariat, de co-marketing qui ont été fructueuses, si vous avez déjà testé ça, n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire parce qu'on sera ravis que vous nous partagiez vos expériences. Un grand merci Guillaume et à tous, je vous dis à très bientôt. Merci Laurie, à bientôt.